Hanawari, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce nouvel épisode de Nawari pour votre dose de Soniké. Donc aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Djadje Soroma, a.k.a. Tambamera, a.k.a. depuis quelques semaines le cousin d'Ousmane Dembélé. Voilà, donc nous avons l'honneur de recevoir Djadje Dembélé, donc jeune écrivain malien de 29 ans. Bonjour Djadje, amour. Bonjour, Karunko. Tora Alhamdulillah. Suntano. Voilà, Suntia. Alhamdulillah. Parfait. Ben écoute, on est très content de te recevoir. Mm. Donc, Djadje est un jeune écrivain avec beaucoup d'expérience quand même. Donc, il a écrit déjà il a déjà publié trois ouvrages. Donc, le premier s'appelle Les Tresses Royales. Donc, c'est un recueil de contes, donc de textes et de poésie, qui met à l'honneur les valeurs des Soninké, notamment les valeurs guerrières, mais aussi des valeurs telles que la dignité chez les Soninké. Donc, il a été publié en 2019 aux éditions L'Harmattan. Et ensuite, nous avons deux romans. Donc, Le Duel des grands-mères qui a été publié en 2022 aux éditions Lattès et Deux grands hommes et demi qui a également été édité aux éditions Lattès en 2024. Donc, ces deux romans ont été comment dire, célébrés par des prix. Donc, si je ne dis pas de bêtises, donc hier, tu as reçu un prix de la francophonie. Oui, c'est ça, oui. Voilà, donc bravo. Merci. Voilà. Je te laisse te présenter à nos auditeurs. Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci déjà pour l'invitation, pour en tout cas cette initiative hein, qui vise à mettre en avant des personnes, des soniqués qui créent, qui recherchent, qui inventent, en tout cas qui s'investissent dans un monde en perpétuelle mutation, on va dire. Donc, il ne faudrait pas que les soniqués soit à la traîne par rapport à cela. Comme tu le disais tantôt, enfin, je pense que tu m'as déjà assez bien résumé. Je suis Diadé Dambélé, donc originaire de Diafounou, Rodje. Mais à Diafounou, le village s'appelle Soroma Rodje, donc c'est une longue histoire de migration, de voyage, de métissage. Je suis né donc au village, mais j'ai grandi à Bamako, donc au quartier de Calaban, sur la rive droite. Voilà. C'est Très bien. Donc, tu es né à Rodje. oui. Quand est-ce que tu es parti à Bamako? Alors, je suis né à Rodez, je pense que je n'ai aucun souvenir de quand est-ce que je suis parti, D'accord. mais d'après les explications des parents, je devais avoir entre 2 à 3 ans parce que la première fois, nous sommes venus à Bamako, avec ma maman et un de mes grands frères, pour un séjour qui a duré à peu près une année. On est retourné au village et 6 mois après, on est revenu et depuis ces retours, moi, je suis resté à Bamako, avec la famille. Donc je pense que je j'ai quitté les villages, définitivement entre 3 et 4 ans, D'accord. donc Ouais. très bas âge. Et du coup, après, tu es resté à Bamako, tout le reste de ta vie, enfant, jeunesse, adulte. Et le village, du coup, c'était pendant les vacances, j'imagine. Oui, c'est ça, oui. C'était pendant les vacances, et même sans aller au village, en fait, je j'ai l'impression que le village était là dans la famille, Mhm. c'est-à-dire qu'à chaque fois, on recevait de la famille, des tantes, des cousins, enfin, notre maison a été en quelque sorte, je peux dire le passage obligé, Mhm. pour ceux qui venaient de France, qui allaient au village ou l'inverse, D'accord. ou de la famille, qui venait pour se soigner ou Une maison pour toute de autre. Djati, en fait. Vous Voilà, étiez on va le dire en quelque Djati. sorte, voilà, étant donné que, il y avait d'autres personnes dans le village évidemment qui habitaient à Bamako, Mhm. mais dans notre famille, mon père était le seul qui s'était, on va dire, installé officiellement à Bamako, donc ce qui faisait qu'on recevait beaucoup de gens, du village et ça créait une sorte de microcosme, à l'intérieur de du quartier. Et du coup, c'était comment ta scolarité du coup? Du coup, c'était à Bamako, mais c'était comment? Notamment ton amour pour les livres, c'est à partir de quel âge? Quand est-ce que tu t'intéresses aux livres? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Comment ça s'est passé? Alors, quand est-ce que je me suis intéressé aux livres? Je n'ai pas de souvenir précis par rapport à ça, mais c'est vrai que la question revient assez souvent et en général, je réponds que c'est
à partir de la classe de sixième. Voilà, je suis rentré au collège ensuite et c'est à ce moment vraiment qu'on a commencé à étudier des textes, on va dire classiques de la littérature malienne et africaine, donc les poètes de la négritude, Senghor, Aimé Césaire, Léon Damas, des écrivains maliens comme Amadou Hampâté-Bâ, ou bien Sidy Badian. C'est vraiment à partir de cette institution-là, qu'est l'école, mais Mmh. aussi de ce programme de base sur la littérature que j'ai vraiment commencé à m'intéresser à la lecture. Au départ, bien évidemment, comme pour tout élève, c'est surtout avec pour objectif d'avoir une bonne note en français. Donc, il y a un groupe d'exposés avec les querelles habituelles, qui est timide, qui ne l'est pas, Mmh. qui veut participer aux travaux de groupe, qui ne le veut pas. Donc à un moment donné, je me retrouvais en fait à être, le seul ou l'une des 2 personnes qui accepte de lire le livre en entier, D'accord. pour les autres et en faire le résumé. OK. Donc enfin, de quelque chose donc de cet ordre-là, ça s'est transformé presque, en une passion en Mmh. fait, finalement donc après avoir lu ces livres, j'en demandais à chaque fois. Donc je demandais à mon père: «Est-ce que tu peux m'acheter tel livre? Est-ce que tu peux m'acheter tel autre?» Mmh. Une fois, je marchais dans la rue, il y avait un morceau de papier journal par terre, je l'ai ramassé et là-dessus, j'ai vu un livre Mmh. et je me souviens précisément, le livre s'appelait «Le cheval arabe». Mmh. C'était un livre illustré, sur, l'évolution de l'élevage des chevaux dans l'histoire et cetera de l'Arabie je crois, au XVIIIe siècle. Mmh. Eh ben, j'ai dit que je voulais ces livres-là. Donc t dire Je vois. à quel point c'était devenu une forme de boulimie presque, Mmh. de lire les choses, de connaître davantage d'informations. Donc c'est vraiment à partir du collège que j'ai aimé, en tout cas, la lecture. D'accord. Et ton père, du coup, tu m'as dit que donc ton père était en France, c'est ça? Oui, Si oui, je dis pas c'est de ça, oui. bêtises? OK. Très bien. Et donc, hem, est-ce que du coup parce que donc ton père était en France et je comprends bien, donc c'est lui qui a voulu que tu ailles à l'école, française du coup. Est-ce que tu as également été à la madrasa ou toi, c'était directement uniquement, l'école française? Alors, j'ai fait un bref passage à la madrasa parce que j'avais, un grand frère, mais qui est décédé, paix à son âme, Son âme. qui a commencé la madrasa la première année, la deuxième année. Mmh. Donc, le soir, je crois que je devais avoir, oui, 5 ans. Mmh. On allait chez Haramoro Mmh. pour apprendre les sourates, Mmh. voilà, comment faire la prière, Mmh. les rakats, enfin les noms des rakats, des sortes des choses comme ça. Mmh. Et ensuite, quand j'ai commencé l'école, étant donné que, bah, j'étais à l'école française, Mmh. pendant les vacances, scolaires, on avait souvent 1 mois ou 2 mois de cours, pour apprendre le Coran et un peu les hadiths. Donc il y avait cet enseignement-là qui arrivait et même qu'à un moment donné, étant donné qu'on était beaucoup d'enfants, Mmh. mon père avait décidé de prendre en plus un professeur D'accord. d'arabe qui venait, le week-end à la maison, tout le monde en profitait, même parfois les mamans qui Oui, forcément. voilà, qui étaient censées connaître certaines sourates, mais qui Mmh. avaient certaines difficultés, venaient quand même auprès de ce professeur-là pour apprendre, la religion, oui. D'accord. Et donc dans le duel des grands-mères, heu, Ahmed, donc qui, donc Ahmed, c'est un petit peu enfin, ton double, on va dire? Pas Oui, pas oui, complètement, mais un petit peu. un tout petit peu, oui. Donc si je comprends bien, son père veut absolument qu'il aille à l'école française parce que son père n'a pas eu la chance, en fait, d'y aller. Oui. Heu, toi, c'était le cas également pour ton papa? Alors, c'était le cas pour lui, pour la plupart des gens de sa génération au village. On ne voyait pas l'école comme, une sorte enfin, comme lui, il a pu le voir, Mmh. heu, comme un outil d'ascension sociale. C'était Mmh. plus, une prison pour les enfants Mmh. et un obstacle pour les parents. C'est-à-dire que les parents avaient besoin, surtout Mmh. les garçons, Mmh. pour faire les travaux champêtres, aller, couper du bois, s'occuper des animaux, aider à crépir les maisons. Donc ils ne pour eux, enfin pour leurs parents, c'était inconcevable de laisser son enfant aller passer toute la journée à l'école. Donc lui et les gens de sa génération n'ont pas eu cette chance-là et je pense que c'est une fois arrivé en France, Mmh. confronté donc à beaucoup de problèmes administratifs et bon, donc à l'illettrisme, on va dire Mmh. quelque chose, en tout cas en français, que beaucoup ont jugé nécessaire de scolariser, en fait, la génération suivante, en se disant que, voilà, le monde était tel
tels que, enfin, il y a 50, 60 ans, on n'avait pas besoin d'aller à Exactement. l'école pour, s'en sortir ou en tout cas comprendre les choses. Mais, à l'ère actuelle, il faudrait peut-être que, en tout cas, les soninké, en tout cas les gens de Roger, Ouais. construisent des écoles. C'est d'ailleurs, heu, les gens de sa génération, je peux dire, Mmh. qui ont inauguré en tout cas l'école élémentaire de Roger, ensuite les seconds cycles. Donc il y avait vraiment une forme de mouvement générationnel de se Mmh. dire: «On n'a pas eu cette chance-là, on a eu une autre chance de voyager, de découvrir un autre pays, donc on va essayer de faire en sorte que les enfants Puisse apprendre puissent et apprendre, que ça soit l'arabe, le français, mais en tout cas, s'insèrent dans la marche du monde, de manière globale». OK, très bien. Et du coup, toi, tu étais quel type d'enfant, en fait? Un peu curieux, turbulent, discret? Tu un peu comme Ahmed, heu, ou pas du tout? Alors, c'est un peu mon double maléfique parce que, je peux dire, hein, sans prétention, j'étais plutôt calme, Mmh. même un peu taciturne selon mes parents parce que, évidemment, je me réfugiais dans les livres Mmh. et très honnêtement, dans une famille soninké, lire des livres, c'est suspect. C'est suspect pour un enfant, parce que, enfin, pendant que les autres courent de gauche à Exactement. droite, Ouais. ou jouent au ballon, enfin, je Mmh. sais pas, toute autre Exactement. activité extérieure, grimpent sur des arbres, j'étais Mmh. là, dans ma Mmh. chambre, à lire des livres, donc Mmh. c'était Mmh. suspect. Donc j'étais, enfin, même trop calme Mmh. parfois et après, le seul moment où ça allait peut-être en clash, c'est lorsque j'ai décidé de faire profiter aux autres Ouais. ces connaissances en français, en dehors des moments où ils me demandaient parce que, il y avait un équilibre, enfin, en tout cas, un pacte à la maison, parce qu'il y avait des feuilletons qui passaient à la télé, le Oui, journal en exactement. français, beaucoup d'émissions en français. Mmh. Donc ces moments-là, évidemment, on Tu nous devenais le sollicitait traducteur pour officiel, traduire. Mais en d'accord. dehors de ce moment, dès que je me mettais à parler français ou à ramener ma science, Mmh. ça partait en Ah, clash, en insulte même parfois, je «Tu te vois. prends pour un blanc» et Mmh. cetera et cetera. Ou, pour ma maman, le fait quand elle m'appelait «Djadje, Djadje» et que je disais «oui», c'était un Hi! affront, Ah c'est pas oui. possible. Mmh. Soit j'ai dit «Namou» ou bien je Mmh. dis quelque chose, qu'elle peut entendre en fait, Exactement. tu Oui, vois? non, mais Ponang, oui. Donc voilà, il y avait ce genre de choses, Ouais. mais globalement, j'étais calme et même c'était, aussi, en créant le personnage d'Ahmed justement de voir en fait, c'est que l'autre Djadji aurait pu donner en fait un enfant, turbulent, on va Mmh. dire, qui répond aux adultes, Exactement. qui a fait tout ce que je n'ai pas osé faire dans l'enfance, Mmh. et de voir en fait, c'est que ça pouvait donner en termes de littérature, oui. Très bien. Heu et du coup, donc dans tes livres, en fait, hem, comment dire? Enfin, pardon, pas dans tes livres, mais dans le duel des grands-mères, à un Oui, moment, tu parles du symbole. oui, Est-ce que toi, tu l'as connu, le symbole? oui. D'accord, parce que, moi, je sais que ma mère m'en a parlé, mais bon, ça Mmh. fait très longtemps. Oui, Donc le symbole, c'est, comment dire? Un petit objet, en fait, oui. parce qu'à l'école, les enfants n'ont pas le droit de parler une autre langue que le français. Mmh. Et du coup, si tu parlais français, enfin, pardon, si tu parlais une autre langue, on te donnait du coup ce symbole, et si Oui. tu revenais à l'école, tu avais une punition. Donc vous, c'était des punitions corporelles ou Non, nous, c'était, d'accord, de l'argent, de en l'argent? fait. D'accord, des amendes. OK, bon, Bah, ça la va. pure punition, hein, pour, l'argent du goûter, Mmh, qui était amputé de la moitié, oui, c'était d'accord. une très grande punition. Et c'est toujours, d'actualité dans certaines écoles, le symbole? Alors, moi, je l'ai connu, Mmh. mais, c'était enfin, dans les années 2000, on va Mmh. dire, quand je suis rentré à l'école en 2002. Mmh. Mais actuellement, au Mali, je pense que le symbole a presque disparu Mmh. parce qu'il y avait eu entre-temps des programmes de scolarisation en langue dite nationale à l'époque. Mmh. Elles sont aujourd'hui officielles, donc le bamanan, le fulfulde, le soninké, le sonrai et cetera. Mmh. Donc à ce moment-là, je pense qu'il y a eu, toute une réflexion pédagogique autour de la manière dont on devait enseigner, le français vis-à-vis des autres langues. Donc je pense que ceci a amené, petit à petit la disparition du symbole, mais à mon époque, ça existait D'accord. effectivement. Mais, c'est vrai que j'ai eu des témoignages d'autres personnes qui venaient d'autres pays qui disaient: Mmh. «Mais c'est très ancien les Mmh. symboles», parce que pour eux, ça ne pouvait pas exister jusque dans les Mmh. années 2000. Ouais, c'est ça. Moi, je sais que ma mère enfin, me racontait des histoires où du coup, bah, eux, à l'époque, je pense qu'on les tapait. Et du coup, enfin, entre guillemets, on se trompait les uns les autres parce qu'on faisait très attention à, Oui. voilà. Et du coup, bon, fallait attraper, enfin, comment dire? Fallait essayer de tromper un autre
pour qu'il parle la langue et puis lui refiler le symbole, quoi. Voilà. Après, c'est vrai que c'est un peu violent, je trouve, quand même. Mmh. C'est très violent comme objet, le fait de ne pas devoir parler sa langue, quoi. Bah, c'est violent et Mm, surtout que lorsqu'on donne un objet à des enfants à cet âge-là, mm, les enfants deviennent méchants entre eux. mm, C'est-à-dire, il arrivait parfois d'ailleurs, il y a une scène dans le livre, dès le départ, Amé dit que Adama Dansogo était un truand, il lui a mis le symbole dans son sac mm, par, voilà, une inadvertance. mm, Mais il y avait des enfants qui jouaient à cela, c'est-à-dire que qui partaient du principe qu'ils allaient parler dans leur langue, mm. qui gardaient les symboles en fait. Parfois, s'ils levaient en disant: «Qui a le symbole?» Donne-le-moi et qui le gardait en fait et Ouais, qui, comme si c'était une sorte d'immunité pour parler dans n'importe quelle langue qu'ils d'accord. voulaient. Et à la fin de la journée, pour ne pas l'avoir ramené chez eux, ils le glissaient dans n'importe quel sac dans la classe. Et voilà, c'était Mm, comme ça, étant donné que le professeur, lui, son rôle, c'était de savoir qui avait eu le symbole en dernier mm, et que comment dire, le courroie de transmission, c'était le responsable de classe, donc le délégué, mhm. qui ne voulait rien savoir à chaque fois, qui veut juste l'argent. Donc ça faisait qu'en fait, il n'y avait pas en fait, d'autre manière de se défendre. Tu ne pouvais pas dire: J'ai eu le symbole parce qu'on l'a glissé dans mon sac». Mhm. Ce n'est pas possible. Donc ça a créé une forme de violence symbolique, on peut presque dire, hein, sans mauvais jeu de mots, Mm. entre les enfants et le professeur et entre les enfants eux-mêmes. Bon. Et comment dire? Donc là, on est sur la partie enfance, hein. Oui. Là, on va passer on va rester dans l'enfance d'ailleurs. Je pense Mmh. qu'on va rester sur ça. Euh, on va rester sur Ahmed, sur le duel des grands-mères. Mmh. Euh, Parce que là, du coup, tu me dis que en ce qui concernait le symbole, en tant qu'enfant, tu ne pouvais pas te défendre parce que le professeur ne donnait pas de valeur à la parole de l'enfant. Non. Je sais qu'aussi, chez nous, chez les Soninké, on ne donne pas non plus de valeur à la parole de l'enfant. Bon, lemneani, lemnan sofoniani, bon, Mmh. voilà. Et du coup, euh, pourquoi avoir donné la parole à un enfant, en fait, dans le duel des grands-mères? Un enfant avec qui est très perspicace d'ailleurs. Mmh. Pourquoi avoir voulu donner la parole à cet enfant, en fait? Oui, donner la parole à cet enfant, en fait, c'est une manière de renverser, heu, le dogme. Mm, Comme tu l'as si bien dit, chez les Soninké, la parole de l'enfant, est même, parfois jugée, comment dire? Avec mépris, suspicion. Parfois, un enfant, quand il dit des choses en fait, le fait qu'un enfant sache correctement parler, mhm, on dit qu'elle est mnenenelingene. C'est-à-dire, on entend des enfants qui dès qu'ils commencent une phrase, qu'ils cherchent leurs mots, qu'ils balbutient mm, et cetera. Je me souviens très bien que moi, mon père avait refusé et ça, sous conseil d'autres personnes de la famille, hein, avant l'école, il y a la crèche, les jardins d'enfants et cetera, de m'y inscrire. mm, Pourquoi? Parce que les enfants des voisins qui allaient à la crèche, Inene Lumuni, en fait. Ils D'accord, parlaient, en fait, d'accord. tu ne pouvais rien faire devant eux. Ils te posaient des questions Mhm, et ils te poussaient dans tes retranchements ou mhm, bien quand, tu vois, parfois les adultes ont besoin de faire des choses en ne mm, se souciant pas de la présence des enfants. mhm. Sauf que ces enfants-là observaient et Exactement. savaient exactement ce qui venait de se passer Mhm, parce qu'il y avait un certain éveil, par mhm, rapport à ça. Donc tout ça, j'ai l'impression, en tout cas dans le milieu soninké, de Yelimane et cetera, Diafounou, dans lequel j'ai grandi, tout ceci était suspect. Un enfant ne devait pas avoir une conscience de lui-même, mhm, savoir bien parler, et cetera. Donc c'est tout ce que je voulais renverser en donnant la parole à un mec, en lui faisant raconter cette histoire avec mhm, évidemment, on essaye, dans la fiction de lui donner un regard d'enfant, mais tout en analysant en fait, moi, en tant qu'auteur, avec une hauteur d'adulte mhm. pour justement, on va dire venger, mais Oui, oui, je vois. remettre les points sur les i. Enfin, les enfants sont comment dire? Sont des êtres à part entière, Exactement. pensant certes avec, un système physiologique en croissance. D'ailleurs à l'adolescence, c'est la catastrophe parce que tout bouscule, tout change. Oui, c'est compliqué, mais les enfants ont quand même un cerveau, ils sont Mm, mm, capables de distinguer certaines choses et ce serait intéressant, enfin, sans volonté de révolution, hein, mm. Bien que sûr. dans la société soninké, en fait, qu'on essaye aussi d'amener ces débats-là par rapport aux droits des enfants, par Mhm, rapport à la manière dont la société traite les enfants. mhm. Ok, c'est vrai que tu as raison. Enfin, les enfants et enfin, j'allais dire les femmes aussi.
évidemment. C'est plus ou moins voilà, donc ils vont toujours c'est toujours ensemble. Oui, C'est vrai que c'est, on donne peu de paroles en fait à ces personnes au final, hein. Et puis, donc je comprends que le duel des grands-mères et Ahmed, c'est «la vengeance» entre guillemets, et la frustration qui remonte à la surface, quoi, mais de manière très, très, très intelligente, on va dire. Heu et donc après l'enfance, donc tu suis, tes études, tu vas enfin lycée et autres et puis tu viens en France du coup. oui, Quand tu viens en France, c'est pour continuer tes études, c'est ça? oui. D'accord. Quand est-ce que tu es venu? Alors, je suis arrivé en 2015. D'accord. C'était quoi ton background, enfin là-bas, tu avais commencé l'université là-bas? Oui, en fait, j'ai eu le bac, donc j'avais fait un bac scientifique, une série qu'on appelle le Mali, sciences expérimentales, Mmh, donc qui avait que 2 débouchés, soit des études en chimie, soit en physique ou bien en médecine et je m'étais inscrit à la faculté de médecine, mmh juste après le bac en attendant de faire les démarches pour arriver en France. J'ai d'ailleurs été admis en deuxième année, ça c'est une D'accord. autre histoire, mais le but pour moi finalement, je me suis rendu compte que j'avais choisi de faire la médecine pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire que bon, j'étais plutôt bon élève Mmh. et en général, c'est qu'on nous dit: «Ne fais pas des études de lettres. Ça D'accord. n'aura aucun débouché, va Exactement. faire les sciences». Mmh. Je savais que je n'avais pas une très grande appétence pour les mathématiques, à Mmh. part la statistique. Donc j'ai décidé de faire cette série-là et le seul débouché que j'avais trouvé, en attendant entre les 2, c'était d'aller m'inscrire à la faculté de médecine et ensuite, j'avais été admis, mais étant donné que je l'avais fait pour les mauvaises raisons, Mmh. j'ai choisi de me réorienter en venant ici. Donc j'ai fait des études de gestion, tout en continuant d'esquiver les lettres. D'accord. J'écoutais, intérieurement cette voix qui me disait: «Surtout pas les lettres parce Mmh. que Il y a ça pas de ne paye pas débouché. bien, il n'y a pas de débouché». Je vois. Effectivement, ça c'est, bah, je vais dire chez les Soninké, mais pas que les Soninké, on cherche c'est un peu normal, on va dire. Heu, Toi, tu fais des études, j'imagine que dans la famille, tout le monde n'a pas la chance de Mmh, faire des études, mmh. donc on les pousse, vers du concret, en fait. Donc il faut ramener enfin, pardon, ouh là là, C'est le mot français qu'on dit, un ouais. métier. Il faut un métier, enfin, il faut ramener de l'argent, Oui, voilà, et du coup, toi, tu as la chance de faire des études, heu, médecin, là, c'est le c'était Graal, waouh! c'est le Graal. Gestion, Tracy, hein, il y a Ouais. de l'argent derrière. Finalement, tu vas faire un master en littérature, c'est ça? À un moment donné Alors, où tu commences à et travailler? même ça, c'était un compromis parce qu'après ma licence, Mmh, de gestion, je fais en même temps un master de gestion, d'accord, et le master de création littéraire. Parce OK. que en fait, il fallait peut-être que je me disais, qu'il fallait peut-être pas mettre tous mes œufs dans le même panier. C'est-à-dire, comme tu l'as si bien dit, je suis, le premier de ma famille d'ailleurs, D'accord. à faire des études. Bon, Dieu merci, mes frères et sœurs qui sont Suivre. là-bas, ils suivent la même voie. Donc il fallait que je montre l'exemple et surtout il fallait que je fasse des études concrètes, on va dire. Mmh. Heu, Pas caranduro, c'est-à-dire étudier juste pour Exactement, étudier, mais exactement. étudier pour avoir au final un métier qui puisse, voilà, rapporter Mmh, de l'argent, du ici. mmh, Et donc le compromis, c'était de faire en même temps ces études de gestion-là et de quelque part les concilier avec ma passion. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que depuis que j'ai découvert au collège les livres, les romans, la poésie, mmh, j'avais développé une vraie passion par rapport à ça et étant donné que j'étais un peu taciturne, que je ne sortais pas beaucoup, les livres étaient en quelque sorte mon refuge. mmh. Et ainsi de suite, de la lecture, je suis passé à l'écriture. C'est-à-dire puisque je n'avais pas de tribune, on ne laisse pas les enfants parler, même quand tu parles, on trouve que tu es prétentieux, tu Mmh. ramènes ta science. Donc j'essayais de dire mes pensées dans des textes, je prenais des cahiers que je noircissais et cetera. Donc et cette passion m'a poursuivi jusqu'ici Mmh. et c'est même presque multiplié, on va dire, le fait d'être éloigné de la famille, enfin j'avais mon père Mmh. évidemment, mais voilà, ma mère me manquait, Mmh. mes amis, tout ce que j'ai dû laisser derrière moi, Mmh. l'intégration était un peu difficile, Mmh mh. la pression des études, les jobs étudiants, enfin je Mmh. raconte pas, enfin tout Mmh. le monde, ceux qui ont été à la fac savent à peu près de quoi je parle, donc il y avait toute cette pression-là et le seul refuge encore, une fois de plus, c'était L'écriture. l'écriture qui était là, donc et il fallait que j'en fasse quelque chose et ce quelque chose-là devait, non pas entraver, on va dire la recherche de l'argent, Exact.
mais Mmh. être là accessoirement pour pouvoir, en tout cas me soulager à la Mmh. fois émotionnellement, mais aussi pouvoir, raconter cette histoire aux autres, pouvoir transmettre, par le roman, des émotions, des revendications politiques et aussi, hein, par rapport à la langue, Mmh. par rapport à la li à l'identité. Donc il fallait que je concilie, ces 2 choses-là. Et du coup, quand tu écris, en fait, enfin, tu écris du coup depuis tout jeune, mais à qui est-ce que tu faisais lire du coup tes écrits? Est-ce que tu les faisais lire, à certaines personnes? Comment ça se passait? Et puis est-ce que tu avais au moins quelqu'un avec qui partager, en fait, cet amour que tu avais pour les quelqu'un ou enfin un petit groupe d'amis? Alors, quand j'étais au collège, oui, j'avais, je pense 2 ou 3 amis qui, en fait, avaient découvert par hasard que j'écrivais des poèmes, Mmh mh. donc ils s'amusaient parfois à prendre mon cahier, à vouloir les lire à voix haute. Mmh. Même quand ils venaient à la maison, ils les cherchaient, mes cahiers de D'accord. poèmes et cetera. Mais je n'ai pas souvenir, en tout cas en étant au Mali, d'avoir fait lire, c'est que j'écrivais aux gens. Il m'arrivait parfois de poster des choses sur les réseaux sociaux, donc notamment Facebook. D'autres personnes, des inconnus le lisaient. Ils disaient: «Waouh, jeune homme, tu écris bien, persévère, continue» et cetera. Mais pour moi, c'était voilà, c'était juste un défouloir, il n'y Mmh. avait rien de concret derrière. Je pense que la première personne qui m'a lu, et je lui serai toujours reconnaissant, qui m'a vraiment fait un premier vrai retour, et c'était pendant ma deuxième année de licence. C'était un professeur de français à Nanterre, Mmh. que j'avais croisé par hasard parce que j'aimais aussi, une passion cachée, aller m'asseoir dans des soutenances et D'accord. et écouter. S'il y en Très avait bien. plein, c'est Passion, comme les gens qui vont au tribunal oui. écouter, À la donc à la à la limite, le tribunal, OK, la soutenance, c'est nouveau, je la connaissais pas. soutenance, les soutenances, j'y Très bien. allais, N'importe quel, n'importe sujet? quel sujet, D'accord. j'allais, je m'asseyais, j'écoutais. Très Donc bien. j'avais rencontré ce professeur-là, et comme par hasard, c'était une soutenance sur un poète, enfin quelqu'un qui a fait une thèse sur un poète, je me Mmh. souviens plus duquel d'ailleurs. Donc on a parlé littérature et cetera. J'ai dit: «Ah bah tiens, moi aussi j'ai griffonne des choses». Mmh mh. Je lui ai envoyé, il l'a lu, il m'a dit: «Mais c'est génial, c'est waouh, continue et cetera, et si jamais tu as besoin de retour, tu m'envoies». Mmh. Et c'est même lui le recueil de poésie, c'est même lui, D'accord. c'est avec lui que j'ai choisi en fait les textes que je pouvais retravailler, mettre en avant et cetera. Donc mais c'est vraiment à partir de son retour que, Que voilà, tu que les t'es choses dit se sont OK. faites. Mais enfin, lui d'abord, mais Mmh. ensuite, lorsque j'ai intégré le master de création littéraire, là, il y avait, Tu as trouvé ton monde, quoi. enfin, oui, enfin, j'avais l'embarras du choix Mmh. entre les camarades qui aspiraient à la même chose que moi Mmh. et les encadrants qui étaient à la fois des universitaires, mais aussi des écrivains, essayistes, romanciers, enfin de tout genre. Mmh. J'étais là, mais waouh! En fait, il fallait que ces gens soient déjà dans ma enfin, j'aurais rêvé avoir une famille. Enfin, Mmh. on me dit peut-être qu'on rêve toujours d'avoir, c'est qu'on n'a pas. Peut-être que Exactement. ceux qui ont des parents comme ça dans leur famille, ils en Mmh. ont marre, Mmh, mmh, mmh. mais je me suis dit: «En fait, j'aurais dû naître dans une famille avec des parents comme ça». Mais comme on dit, j'aime beaucoup mes parents aussi, hein, on ne va fâcher personne, Très bien. mais c'est vraiment à partir de Mmh. cet accompagnement-là, de la part de ces voilà, de ces professeurs, de ces C'est là que enseignants, tu de te ces donnes confiance, en camarades. fait, que tu C prends confiance en toi, que tu En voilà, fait, que ça tu donne mmh. confiance et Mmh mh. surtout que ça nous aide Mmh. à travers notre parfois parce que je vais pas utiliser des gros mots, mais Mmh. parfois, c'est qu'on écrit n'est pas forcément potable. C'est-à-dire que D'accord. une chose est d'avoir de la colère en soi, de la peur en soi, enfin, une chose est d'écrire ses pensées, une Mmh. autre est de De bien les transformer écrire. cette matière en quelque chose de littéraire. C'est-à-dire, Mmh. passer du domaine de: «Ah, je dis tout ce qui se passe par ma tête» Mmh. à «C'est que j'écris, en fait, ça m'est passé par la tête, mais pour que ça soit compréhensible pour une autre personne, pour Mmh. que, ça ait une certaine esthétique, il faut le dire comme ça. Il faut éviter certains clichés, parce que la littérature n'a pas commencé avec nous et ne s'arrêtera pas avec nous. Mmh. On répète les mêmes sujets, en fait, on vient trouver une tradition, surtout en France, d'écriture, mais immense. Il y a eu des milliers, des centaines d'écrivains avant nous. Donc d'essayer de trouver son petit coin, son petit style, c'est vraiment ça aussi, en fait. Même en dehors du fait d'avoir confiance en soi, Mmh. c'est de voir la littérature comme une discipline, en fait, D'accord. comme le football. Il faut s'entraîner, OK. tous les jours. Donc c'est pas qu'une question de «j'ai du talent» ou enfin, «je pense savoir écrire, j'écris».
Il Faut faut du cette talent, bien sûr. confiance. Ah, Il faut du oui, talent aussi. oui. Même si beaucoup de sociologues sont en train de déconstruire le talent, Mmh. on peut le déconstruire comme on veut, mais je pense qu'il y a quelque chose qui pousse à continuer. C'est-à-dire, moi, quand je regarde quelqu'un marcher sur une corde, je me dis: «Mais jamais au grand jamais, je n'irai faire ceci». Mmh Mais mh. ce n'est pas pour autant que cette personne qui marche sur la corde entre 2 immeubles arrêtera de marcher sur la corde, Mmh. parce qu'au fond de lui-même, il y a quelque chose qui lui dit: «Fais-le». C'est ça, en fait, qui t'est faux dans ta vie. Mmh. Ou, j'ai pris l'exemple peut-être la plus dangereuse, ou un chanteur, en fait, quelqu'un qui aime chanter par nature, et qui a une belle voix, en fait. Il faut déjà qu'il ait les cordes vocales, mais il faut aussi qu'il travaille ses cordes vocales. Mmh. Donc oui, enfin moi, je crois au talent, même si c'est mal vu de nos jours de penser D'accord. que le talent existe. Mmh. En tout cas, dans certains milieux, je Mmh. pense que le talent existe, mais il faut du travail, sinon ça ne sert à rien. Effectivement, bah, ça c'est dans tout, hein, dans tous les Mmh. cas. Ça c'est dans tout. Là on va passer, on a parlé de la France. C'est vrai que De la France. j'ai pas parlé de bon, c'est pas effectivement, on n'est pas enfin, comment dire? Quand est-ce que enfin, donc tu m'as dit quand est-ce que tu es arrivé, mais dans quel contexte? C'était un petit peu difficile, les Ouais. boulots étudiants et autres? Et du coup, tu as travaillé comme interprète aussi. Ça, c'était un boulot étudiant ou c'était après? Alors, c'était un boulot étudiant, D'accord. mais spé un peu particulier parce Mmh. que, c'était lorsque j'avais fini ma licence. Mmh. J'aurais cherché enfin j'avais en fait, j'étais d'abord bénévole Mmh. pour l'Ordre de Malte, depuis 2017, voilà, par, un concours de circonstances pour les centres de rétention, et un jour, j'avais reçu, un mail de l'Ordre de Malte qui explique qu'il y avait une association qui recherchait des interprètes salariés et cetera, donc j'ai envoyé un CV. Mmh. Ça, c'était en 2017. Il s'est passé, 2 ou 3 ans. Et un jour, j'étais assis, je reçois un mail, on me dit: «Oui, effectivement, on a reçu votre CV, on a besoin d'interprètes en soninké et bambara. Est-ce que vous êtes disponible pour un entretien?» J'y vais, je passe l'entretien, on me prend, Mmh. et je leur explique que, bon, évidemment, je suis étudiant, j'entre en première année de master, il va falloir que je travaille à temps partiel. Il n'y a pas de problème, on aménagera tes heures comme tu voudras. Enfin, ils étaient vraiment flexibles là-dessus. Donc c'était à la fois un job étudiant, Mmh. mais la plupart des collègues qui étaient là n'étaient plus étudiants. Exactement, oui, Donc c'est ce qui normal. faisait que, heu, ouais, à mes camarades de classe, je disais: «Oui, c'était un job étudiant», mais je Mmh. savais que, enfin, l'enjeu que cela Mmh. représentait, même pour moi, de d'être celui qui allait traduire pour des gens en situation délicate, je ne pouvais pas le Le comparer prendre à au la job légère, d'étudiant hein. que j'avais eu, chez Disneyland Je vois. ou autre part. Ouais. Donc ce n'était pas du tout la même charge, émotionnelle. C'était, enfin, qu'est-ce qui t'a marqué de cette expérience? De positif et de négatif? Alors, on va commencer par négatif, terminer sur une note positive. C'était que parfois, en fait, on entendait peut-être dans des enquêtes, dans des témoignages, tout le mépris que certains agents français pouvaient avoir pour les étrangers. Mais parfois le vivre en direct, Mmh. c'est-à-dire, le sentir dans les questions, de la manière de formuler les questions qu'on devait traduire, on se disait: «Mais en fait, tu parles à un être humain». Certes, la personne ne comprend pas ta langue, Mmh. et d'ailleurs l'interprète est là pour combler ces déficits-là, mais ce n'est pas un idiot, en fait, ce n'est pas une personne. Mmh. C'est comme si pour beaucoup de Français, le fait de ne pas parler correctement leur langue, de ne Mmh. pas comprendre certains aspects culturels faisait de toi un idiot, un abruti Exactement. d'office. Alors que les gens, enfin, les usagers en question étaient doués d'intelligence, ils étaient très cultivés, c'est juste qu'ils n'avaient pas la chance de parler la langue Mmh. française. Donc parfois, ces moments d'humiliation, Mmh. heu, auxquels j'assistais, ou quand c'était, la police aux frontières, que la personne est là sans qu'on va peut-être le renvoyer chez Mmh. lui, qu'il fallait traduire, de manière très froide, «Ses droits, tu as droit à ceci, tu as droit à Mmh. cela», enfin c'est, et la personne parfois te disait: «Mais non, mais écoute-moi, pourquoi en fait je suis Mmh. là? Pourquoi je suis là?» Et en tant qu'interprète, on n'a pas le droit de répondre. On ne traduit que ce qu'on entend. Donc ça, c'était difficile. Après, ce qui était positif, c'est Mmh. que, en fait, je voyais l'impact de mon travail, c'est-à-dire immédiatement.
C'est-à-dire parfois il y avait des moments d'incompréhension, surtout pour des mineurs non accompagnés, Mmh. avec leurs, éducateurs spécialisés. Étant donné que parfois nous, en soninké, on a tendance à utiliser des mots français Mmh. en leur donnant un autre sens. Mmh. Et dès que les jeunes entendaient des mots par-ci par-là, pour eux, c'était grave, Exact. c'est le mot qu'on venait d'employer, et Mmh. cetera, alors que c'était juste un mot pour dire quelque chose de spécifique en français. Enfin, j'ai pas d'exemple qui me vient en Mmh. tête là immédiatement. Heu, enfin, Ouais, je vois. voilà, Ouais, je vois. des mots qu'on a l'habitude Mmh. d'utiliser en soninké, mais qui ont tout autre sens, Mmh. en français. Donc il y avait ces moments-là que j'arrivais à résoudre, donc j'étais plutôt fier de moi, Mmh. juste en traduisant, hein, c'est que les 2 qu'on disait, ou quand c'était des médecins, des psychiatres, des psychologues, et que je savais qu'en traduisant, hein, Mmh. parce que la personne parle, en soninké ou en bambara ou en djoula, mais le fait que je puisse traduire, Mmh. c'est que la personne dit au médecin, au soignant, je sentais déjà le soulagement. Le fait d'être compris, de pouvoir exprimer ses émotions, ses sentiments et d'être traité, et suivi. Donc ça, je pense que c'était, enfin, c'était en quelque sorte une belle récompense. Mmh. Et du coup, toujours on va rester sur les langues. Heu, donc tu écris en français, Oui. heu, mais on retrouve beaucoup de soninké et de bambara, on les entend déjà, on entend ces langues. Bon, le bambara, je comprends pas, mais le soninké, en tout cas, je le lis et je l'entends. Heu, Comment est-ce que ce mélange s'est imposé à toi? Est-ce que c'était naturel ou est-ce que c'est un choix conscient, en fait, de ta part? Tu dis que, enfin, par revendication, il faut que je parle mes langues, en fait, que j'écrive mes langues. Comment, en fait? Alors, dans la vie de tous les jours, c'est naturel, c'est-à-dire, ce n'est pas un cas isolé, enfin, c'est même une généralité d'où je viens. C'est rare de voir quelqu'un à Bamako qui ne parle pas au minimum 2 langues, Mmh. enfin, qui est minimum bilingue. Mmh. Donc dans la vie de tous les jours, en fait, il y a tout le temps une forme de gymnastique, on bascule d'une langue à l'autre, même dans la même conversation, avec une même personne, on passe du sonico au français sans même s'en rendre compte. Heu, donc il y a cela et il y a aussi ce fait que je travaille comme interprète. Mmh. Donc pareil, toute la journée, je basculais, tout le temps entre les langues. Je traduisais du français vers le soninké, du soninké vers le français. Donc il y avait tous ceci. Donc en écrivant le premier roman, Heu, à un moment donné, la question s'était posée, en fait. Est-ce que j'allais écrire dans un français absolument académicien, châtié, sans comment dire? Aucun barbarisme, hein, comme disent les académiciens, Mmh. ou bien justement j'allais essayer, étant donné que l'histoire se passe dans, dans un environnement ancré dans un environnement sahélien, Mmh. avec d'autres langues, d'autres réalités, essayer de restituer cette réalité-là. Donc j'ai choisi la deuxième option, d'autant plus que, hem, des écrivains comme Amadou Kourouma notamment, ont pu déjà le faire, hein, depuis des Exactement. décennies. Donc je me suis dit: «Pourquoi pas en fait continuer sur cette même tradition littéraire, mais cette fois-ci avec le soninké et le bambara?» Et d'ailleurs, ça ne serait que justice parce que si j'avais voulu enfin si j'avais essayé d'écrire ces histoires avec la langue française de France, Mmh. ça aurait été un mensonge total par Mmh. rapport à moi-même parce que, hem, certes, la langue française, c'est la langue qui reçoit cet imaginaire-là, ces expressions, cette histoire, mais, chaque pays, en fait, a ses réalités. Chaque personnage, heu, a en lui un monde, en fait, spécial. Donc Amé qui aurait utilisé des termes, très, on va dire, franchouillards, Mmh. ça aurait été un peu fade, en Bah, lui fait. qui faisait que de lire, ça aurait été possible. Ouais, ça aurait été fade. Ça aurait été possible. Après, je serais pris peut-être une ou 2 gifles, mais il aurait pu. Il aurait pu. Et du coup, toi, en fait, quel est ton rapport, en fait, ton rapport aux langues, en fait? Du coup, combien de langues tu parles déjà? Est-ce qu'il y a que le soninké, le bambara et le français, ou il y en a d'autres? Ouais. Et quel est ton rapport, aux langues? Après, j'ai une autre question pour le soninké, mais d'abord, je te laisse répondre à ça. Quel est ton rapport aux langues? Alors, mon rapport aux langues, je pense que chaque langue remplit une fonction assez précise, hein. C'est, l'avantage d'en parler plusieurs. Donc, la première, on va dire, c'est le soninké, c'est la langue de mes parents, Mmh. de mes 2 parents, qui viennent de Rodje, près de Yélimane. Donc c'est la langue, on va dire, des choses sérieuses.
parce que c'est la langue que je parle avec mes parents, avec, parfois mes frères et sœurs, mais quand les discussions sont tendues, Mmh. on passe au soninké. Donc c'est vraiment une langue que quand je la parle, je il y a beaucoup de respect, Mmh. là-dedans. Le bambara, c'est un peu plus jovial, je pense, Mmh. avec les amis de Bamako, avec d'autres Maliens, parfois politique aussi, parce que la plupart des débats que j'ai, c'est vraiment en bambara. Mmh. Le français vient donc, qui est la langue de l'écriture et parce que je vis en France, depuis bientôt 10 ans, qui est la langue que j'utilise, tous les jours, donc elle est, on va dire, la langue de la diplomatie et de l'écriture. D'accord. Après, il y a 2 autres langues, Mmh. donc l'arabe, Mmh. langue de la religion, heu, que je ne parle pas du tout, mais que Mmh. j'écris et que je lis, D'accord. heu et avec lequel j'entretiens un rapport très ambigu. C'était parce que si j'avais bien suivi les cours d'arabe, Ouais, j'aurais été 100 on va dire bilingue en arabe, ouais. ce que je n'ai pas fait, pour Mmh. diverses raisons. Et après l'arabe, il y a évidemment l'anglais, que je parlais fut-il un temps assez correctement, Ouais. mais que je ne parle presque plus. Mais si je me mets à Oui, parler, ça les ça mots ça revient facilement. reviennent, ça met 3 jours peut-être à être fluide. Par exemple, dernièrement, j'étais en Espagne, étant donné que je ne parle pas espagnol, Mmh le mh. premier jour, je cherchais les mots en anglais Mmh mh. pour dire les choses et au troisième jour, c'était plutôt fluide, Mmh. donc oui, il y a d'autres langues qui viennent et étant donné aussi que le bambara est intercompréhensible avec d'autres, langues du Mmh. même continuum, mandinka, le diaranké, le rassonké, le malinké, Mmh. le djoula de Côte d'Ivoire, en fait, j'arrive à comprendre certaines choses la plupart du temps. D'accord. Et du coup, la question que j'avais, c'était par rapport justement au, heu, le soninké, ça enfin, en tout cas, moi je suis mauritanien, heu, ça c'est minoritaire du coup dans enfin, je vais parler des 3 pays. Je sais que nous ne sommes pas que dans ces 3 pays, on va parler de la Mauritanie, du Mali et du Sénégal, donc on est minoritaire dans ces 3 pays et le soninké, ça reste vu comme une langue assez dure, on va dire et une langue, rurale, donc une langue de villageois. Mmh. Toi, quand tu étais jeune, est-ce qu'à Bamako, tu étais à l'aise à parler, le soninké ou tu avais parfois des remarques de tes amis? Enfin, comment c'était en fait, en tant que Alors jeune, en fait? alors je n'étais pas du tout à l'aise, D'accord. absolument pas du